Ben, merci Juliette, et puis merci pour votre invitation. Alors effectivement, la commande, c'était de faire une synthèse de la question de l'attention dans les sciences de l'information et de la communication en 10 minutes. Donc évidemment, je vais pas y arriver. Enfin, je vais pas y arriver, pas dans le sens où je vais en avoir pour 1 heure, je vous rassure, mais plutôt dans le sens où je vais laisser de côté pas mal de choses. Et moi, je vais vraiment me spécifier sur la question de médias et d'information, qui est le sujet du jour. Déjà, juste vous dire que dans les sciences de l'information et de la communication, c'est une discipline un peu particulière parce que c'est plus une interdiscipline qu'une discipline, c'est-à-dire que les chercheurs du champ viennent des études littéraires, de la sémiologie, de la sociologie, parfois de l'économie. Donc ils ont toutes et tous des approches différentes. Donc il n'y a pas une discipline très fortement marquée avec des méthodologies, etc. Moi, je voudrais juste donc aborder 3 points pour faire cette intro. Le premier, c'est la question des rapports entre les outils numériques et notre cognition, nos manières de penser, de réfléchir, avec ce qu'on a appelé le champ de recherche des technologies intellectuelles, qui est un champ de recherche déjà ancien aujourd'hui et qui s'intéresse justement à la manière dont nos outils d'écriture et nos outils de lecture vont influencer la manière dont on perçoit, la manière dont on mémorise et la manière dont on raisonne. Alors là, il y a des travaux d'anthropologues qui sont déjà anciens sur le sujet. Je pense aux travaux de Leroy-Gourhan, Goudy, qui vont montrer justement que la technologie, ça fait partie de l'être humain, que ça nous constitue en tant qu'être humain, parce que c'est en déléguant à des objets techniques le fait des tâches pénibles qu'on a pu se concentrer sur d'autres choses et développer d'autres capacités. Et dans le domaine des technologies intellectuelles, c'est l'idée que lorsqu'on va... le fait de manipuler un crayon et une surface sur laquelle on peut inscrire des connaissances, ça va développer des mécanismes cognitifs dans notre cerveau, comme par exemple la possibilité de faire des corrélations lorsqu'on fait un tableau ou avec des listes, pouvoir hiérarchiser des informations. Donc ça, c'est ce champ de recherche déjà ancien. Évidemment, il a rebondi, si je puis dire, avec le numérique et cette idée de savoir qu'est-ce que les outils numériques, puisqu'ils nous servent aujourd'hui à écrire et à lire, vont influencer dans nos manières de percevoir, de réfléchir, de mémoriser. Et ce champ-là, on l'a bien vu dans le débat public il y a une dizaine d'années, avec une controverse autour d'un article d'un chercheur américain qui s'appelle Nicolas Carr, qui est plutôt éditorialiste que chercheur d'ailleurs, qui s'appelait « Est-ce que Google nous rend stupides ?» Article dans lequel il disait qu'il avait l'impression d'avoir de plus en plus de difficultés à se concentrer, et alors que lui était quelqu'un de plutôt intellectuel, qui avait l'habitude de lire des longs textes, il avait de plus en plus de mal à se plonger dans un livre pendant longtemps, et lui, son diagnostic, c'était de dire, c'est parce que ça fait trop longtemps que je lis sur un écran, que j'ai des pratiques de lecture et d'écriture qui, en fait, me créent une dispersion de mon attention, et me coupent de cette concentration. Et en fait, cet article, il était intéressant, parce qu'il y avait eu beaucoup de chercheurs et de chercheuses dans le monde à lui répondre, avec des pour, des contre, en gros, ceux qui disaient effectivement le numérique nous abrutit quelque part parce qu'on a des formes de lecture en réseau qui sont très différentes de la lecture profonde et donc de la pensée profonde, où on a une dispersion de l'attention en continu dans les environnements numériques, parce qu'on va être en train de lire un texte, mais notre téléphone sonne, et puis on a un bip sur Messenger, etc. etc. Donc notre attention est sans arrêt dispersée. Et puis, à l'inverse, ceux qui vont dire que, justement, avec le numérique, on est en train de déléguer des tâches ingrates aux outils numériques, ça nous laisse de la place pour la créativité, alors ça c'est ce que disait Michel Serres par exemple, et puis on a tous les travaux sur le multitasking ou l'hyperattention, l'idée que en fait justement on développe des nouvelles capacités d'attention, donc un peu en gros les pour et les contre. Ces approches en termes de pour et contre, en fait, c'est pas forcément les plus fertiles, et elles ont été notamment dépassées par des approches comme celle de Yves Citon, ou plutôt raisonnées en termes d'écologie de l'attention, plus globalement en termes de constitution d'un environnement informationnel et comment va se distribuer, se répartir l'attention dans ces environnements. Sur ces idées d'intelligence et de technologie intellectuelle, il y a un autre type d'approche qui est l'approche par le marché de l'information. Et on a notamment les travaux en sociologie de Gérald Bronner qui s'intéressent à la manière dont le fonctionnement du marché de l'information aujourd'hui va nous conforter dans certains biais cognitifs. Et lui, par exemple, travaille beaucoup sur les théories du complot. Et en gros, lui dit, on parle beaucoup d'Internet comme support d'intelligence collective. Internet, c'est aussi un support de crédulité collective, parce que dans la manière dont les informations sont distribuées,
Ça nous conforte dans certains biais, notamment les biais de confirmation, c'est-à-dire qu'on a tendance à retenir les choses qui vont dans notre sens plutôt que les choses qui vont nous challenger. Donc il parle du biais de confirmation, du millefeuille argumentatif, j'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais en gros, pour lui, ce qui explique la prolifération des théories du complot, c'est en partie justement l'articulation des réseaux sociaux, des moteurs de recherche qui vont distribuer l'information d'une certaine manière. Donc ça, c'était le premier point, les rapports entre cognition et numérique. Le deuxième, c'est plutôt une approche un peu plus économique sur le rapport entre économie de l'attention et réseaux sociaux, étant entendu que effectivement le modèle économique des plateformes, et là je vous apprends rien, repose sur la manière dont Facebook ou YouTube ou autres sont capables de capter l'attention et de la quantifier et de la monétiser, cette attention. Alors il y a cette très célèbre phrase, si c'est gratuit, c'est vous le produit, parce qu'effectivement, le temps d'attention qu'on passe sur les plateformes va être échangé contre du temps de cerveau disponible, aurait-on dit à l'époque des médias de masse, pour assister à de la publicité. Bref, l'approche des sciences de l'information et de la communication, qui est un peu spécifique là-dedans, c'est de toujours s'intéresser au design des outils technologiques, donc vraiment comment sont conçues les plateformes, comment sont conçues les fonctionnalités, justement pour capter cette attention. Donc là, on a notamment les travaux de Laurent Salard ou de Camille Allouin ou de Julien Pierre sur le web affectif. Et comment justement les boutons reaction sur Facebook ou toutes ces fonctionnalités offertes par Instagram ou autres vont avoir pour but de formater la manière dont on exprime nos émotions, pour formatage qui est nécessaire justement pour pouvoir les quantifier, les marchandiser, etc., etc. Et puis on a aussi une autre approche qui est plutôt ce qui s'intéresse aux productions journalistiques, qui est l'approche par l'usage, c'est-à-dire comment les outils techniques qu'on utilise pour s'informer vont changer nos manières de nous informer et changer la manière dont travaillent les journalistes. Donc là, on a par exemple les travaux d'Arnaud Mercier en France ou Nathalie Pinard-Chenel sur ce sujet. Et par exemple, la manière dont le smartphone crée des nouvelles pratiques d'information, comme ce qu'on appelle aujourd'hui le bite-size news. Le bite-size news, c'est-à-dire les news du format d'une bouchée, les news de petites bouchées, c'est-à-dire on va s'informer pendant des temps très courts dans la journée sur nos smartphones, c'est-à-dire qu'on va accorder 30 secondes à la lecture juste d'un chapeau ou autre. Par contre, on va le faire des dizaines, peut-être des centaines de fois dans la journée. Donc c'est ça, le journalisme de petite bouchée, c'est l'idée du buffet. On s'informe en picorant, par-ci, par-là. On a peu de temps à y passer. Par contre, on va le faire plein de fois dans la journée, contrairement au modèle classique de regarder un JT pendant 30 minutes, lire le journal pendant 30 minutes, etc., etc. Et donc ça transforme totalement la manière dont travaillent les journalistes, parce qu'ils vont formater leur information pour que que l'information fasse en fait la taille d'un écran de smartphone, donc un chapeau amélioré pour qu'on ait l'information le plus rapidement possible, avec des outils qui sont vraiment définis pour ça. Alors il y a par exemple, le nom m'échappe tout d'un coup, l'information par mailing list qui fait le point en une journée par Laurent Mauriac, c'est BriefMe, voilà, les outils comme BriefMe ou les vidéos brutes qui sont vraiment faites aussi pour ce type de pratique d'information. Et puis le troisième point, qui est plus celui sur lequel je travaille, moi, qui est plutôt les enjeux politiques, et ça rejoint un peu ce que tu disais, sur les enjeux de régulation aussi d'Internet, des plateformes et de politique de l'attention, avec cette idée que, en plus des enjeux économiques, les plateformes, elles ont quand même un pouvoir énorme qui est de pouvoir canaliser notre attention sur certains sujets et ce pouvoir de mettre de côté aussi certains types d'informations. Et qui est représentatif, ce pouvoir, d'un paradoxe qu'on vit aujourd'hui, qui est que on vit à un âge d'or de la liberté d'expression, c'est-à-dire que dans l'histoire, il n'a jamais été aussi facile de prendre la parole, de rendre publiques des informations, d'argumenter dans le débat public, etc. Et en même temps, le pouvoir de filtrage de ces informations n'a jamais été autant concentré dans les mains d'une petite poignée d'acteurs et des acteurs privés. Donc, si vous prenez Facebook, Google, en gros, à eux deux, déjà, et Twitter, allez, on rajoute Twitter, ils maîtrisent quand même énormément de points de contrôle dans ce marché de l'information sur ce qui va être possible d'être rendu visible ou invisible. Et là, je pense aux travaux de Zineb Tufekci, qui est une chercheuse américaine qui s'intéresse à ce sujet et qui montre que justement, de ce paradoxe, découlent des nouveaux pouvoirs de censure qui sont très différents de ce qu'on connaissait auparavant. C'est-à-dire qu'avant, la censure, c'était quoi? Empêcher quelqu'un de s'exprimer.
Alors qu'aujourd'hui, c'est pas du tout ça la censure, on va laisser tout le monde s'exprimer. Et le pouvoir de censure va être dans la manière dont on va pouvoir couper quelqu'un qui parle de son public, justement en le privant d'attention. Par exemple, si vous vous exprimez sur Facebook, mais que Facebook ne veut dégrader votre visibilité, d'après le terme consacré, on va faire en sorte que ce que vous racontez sur Facebook ne soit pas visible dans les fils d'actualité de vos contacts, sauf que vous, c'est bien publié sur votre page, donc quand vous voulez vous plaindre en disant « mais j'ai été censuré, on n'a pas vu ce que j'ai dit », on va vous dire « mais si, regardez, c'est sur votre page, par contre, effectivement, vous ne voyez pas que les autres n'ont pas vu ». Ce que vous vouliez dire. Donc c'est un pouvoir de mise en visibilité ou en invisibilité aux mains de ces acteurs qui est une question politique très importante et qui pose la question du contrôle démocratique de ces nouvelles formes de censure, c'est-à-dire comment nous, les citoyens, on peut avoir notre mot à dire sur les règles de censure et de filtrage des informations. Alors là, pour le coup, il y a un rapport assez intéressant qui a été publié le mois dernier du groupe parlementaire sur la régulation des réseaux sociaux, où justement, eux, ils lançaient la piste de créer une agence publique indépendante qui aurait un pouvoir d'audit des plateformes de réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on pourrait auditer à la fois les pratiques de censure, donc qu'est-ce qui a été filtré, retiré des plateformes, quels comptes ont été supprimés et sur quels critères, qu'on puisse avoir accès à ça. Et puis auditer les algorithmes aussi, qui est un sujet qui revient souvent aussi dans le débat public quand on parle de ces sujets, c'est-à-dire avoir accès au code à partir duquel on va rendre visibles certaines informations et pas d'autres. Alors c'est un rapport d'une mission parlementaire. De là à ce que ce soit transformé en loi, etc., il y a un gros chemin à faire, étant entendu que sur ce sujet de régulation, il y a eu pas mal de choses ces dernières années autour des contraires sur les fake news. On a eu la loi sur les manipulations de l'information, où il n'y a rien sur le sujet, justement, sur ce sujet de contrôle démocratique, des mises en visibilité. Le rapport Avia sur le discours haineux en parlait, mais dans le projet de loi en préparation, a priori, ça semble passer un petit peu à la trappe. Donc là aussi, c'est affaire à suivre. Et puis, dernier point sur le sujet, c'est aussi la manière dont on va chercher, dans ces enjeux de régulation, à manipuler l'attention, mais manipuler dans le sens faire semblant qu'une attention est accordée à certains sujets. Par exemple, la manière dont on va avoir des bots, des robots, qui sur Twitter vont tweeter des informations en donnant l'illusion qu'elles sont retweetées par des individus, mais qui ne cherchent pas du tout à influencer l'opinion des internautes, mais à influencer les algorithmes de Twitter pour faire remonter une thématique dans les trending topics. Donc par exemple, si je veux faire en sorte que on arrête de parler de la Coupe du monde de foot féminin et qu'on parle, je sais pas moi, de la Coupe de cricket en Inde, je vais avoir des robots qui vont relayer des sujets, ça va remonter dans les trending topics et les journalistes, lorsqu'ils vont aller sur Twitter, ils vont dire tiens, il y a des gens qui s'intéressent au sujet, je vais peut-être faire un article sur le sujet. Voilà, ce genre de manipulation indirecte, si je puis dire. Ou alors des pratiques qu'on voit dans les pays autoritaires, mais qui se fait aussi dans le monde du marketing, ce qu'on appelle l'astroturfing, c'est-à-dire que quand quelqu'un prend la parole pour critiquer soit un gouvernement ou une marque, par exemple, plutôt qu'essayer de l'empêcher de s'exprimer, on va essayer de noyer sa parole dans un flot de paroles contraires. Donc, par exemple, si je suis un internaute chinois et que je dis que ce régime me prive de mes libertés, on ne va pas chercher à supprimer ce que j'ai dit. Il va y avoir une centaine de personnes qui sont payées par le gouvernement, ils sont même 100 000 en Chine, qui vont venir me porter la contradiction en disant « mais non, c'est super, ce gouvernement est génial, t'as rien compris, t'es contre ton pays, etc. etc. » Étant entendu que la majorité silencieuse, qui s'informe sur les réseaux sociaux mais sans jamais prendre la parole, si elle voit une parole dissidente versus 100 paroles pro-régime, étant donné qu'on est tous un petit peu lâches en tant qu'être humain, on a tendance, quand on n'a pas d'avis, à se rallier au point de vue majoritaire. Voilà, donc l'astroturfing, mais ça marche très bien aussi pour le marketing, c'est ce que je disais aussi. Et puis les fake news, évidemment, donc les fake news qui là cherchent plus à manipuler l'opinion, mais d'après les études de terrain sur le sujet, qui n'y arrivent pas trop. En fait, voilà, c'est pas parce qu'il y a des fake news pro-Trump que des gens sans avis vont se mettre à voter Trump, mais qui ont des effets indirects, là encore sur l'attention, par des effets de mise à l'agenda. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a des fake news qui sont quand même majoritairement produites par des réseaux d'extrême droite en France et aux États-Unis, vont être diffusées massivement sur les réseaux sociaux, ça va pas forcément influencer les gens, qui vont les partager plutôt pour dire « moi je suis d'accord avec ça ». Par contre, ça va avoir un effet de mise à l'agenda, c'est-à-dire que moi je peux être progressiste, mais où j'ai pas d'avis,
Par contre, j'ai vu qu'il y avait eu des centaines d'articles partagés sur les migrants. Donc ça ne va pas me faire changer d'avis sur les migrants. Par contre, ça va peut-être me faire dire, excusez-moi, que la question des migrations, c'est un sujet important sur lequel il faut que je me prononce lorsque le moment va être venu de voter. Et qu'entre les partis de gauche, ceux qui se prononcent pour ou contre, etc., il va falloir que je me fasse une idée sur ces sujets-là. Des effets indirects, et puis aussi des effets indirects plutôt sur un autre sujet qui est aussi lié à l'attention, qui est le refroidissement social, qui est une théorie d'un chercheur néerlandais, alors, qui lui parlait plutôt de l'affaire Snowden, en disant qu'après l'affaire Snowden, on a pris conscience qu'on était surveillé. Et donc, on a tendance à moins s'exprimer sur les réseaux sociaux parce qu'on sait que toutes ces prises de parole, elles vont être utilisées soit par des services marketing, soit par des États pour nous surveiller. Et donc, les gens participent moins. Et de la même façon, avec tout ce qui touche à la brutalisation du débat public ou à les fake news, on a aussi cette idée qu'il y a des gens qui se retirent du débat en ligne et qui vont moins publier d'informations, qui vont moins donner leur avis, tout simplement parce qu'ils ont l'impression soit que ça ne sert à rien, soit qu'ils craignent en retour des retours de flammes ou d'être l'objet de pratiques de cyberharcèlement. Et donc, voilà, ça refroidit un peu le débat parce qu'il y a moins d'idées en circulation. Voilà ce que je pouvais dire en 10 minutes. Je pense que j'ai dépassé, mais ça va. Pas trop. Ça va, c'était synthétique. Super. Merci.